Hôtesse de l'air gifle une passagère. Un appel. 1 minute plus tard, 9 aéroports suspendent la compagnie aérienne. Imaginez un instant. Une petite fille de 11 ans, vêtue d'un uniforme d'honneur militaire impeccablement repassé, se tenant droite comme un I au milieu d'un terminal bondé, portant sur sa poitrine un badge qui scintille comme un symbole de sacrifice et de gloire nationale, et soudain, une main s'abat sur son visage innocent avec une violence qui fait retentir un écho glaçant à travers la foule indifférente. Ce n'est pas seulement une gifle, c'est une insulte à la mémoire des héros tombés au combat, une trahison flagrante de la décence humaine dans un monde qui se prétend civilisé. Si cette histoire vous révolte déjà, likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice et commentez « Justice pour Émilie » pour que nous puissions ensemble amplifier ce cri de rage contre l'injustice qui ronge nos sociétés. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas un simple incident. C'est une explosion de colère collective qui a ébranlé les fondations d'une compagnie aérienne entière. Et vous allez voir comment une enfant a fait trembler les puissants. Dans le tumulte incessant du terminal 17 de l'aéroport international de Fort Liberty, où les passagers pressés se bousculent comme des ombres anonymes, Émilie Laurent, une fillette de 11 ans au regard déterminé et à la posture irréprochable, avançait vers la file d'embarquement de la première classe. Son uniforme bleu marine, orné de liserés dorés et d'une plaque nominative gravée avec soin, n'était pas un déguisement frivole, mais un hommage solennel à son frère aîné, le caporal Julien Laurent, tombé au champ d'honneur dans une province lointaine et hostile, sacrifiant sa vie pour défendre les valeurs de liberté et de fraternité que la France et ses alliés chérissent depuis des siècles. Émilie, issue d'une famille Gold Star, ces familles endeuillées par la perte d'un proche au service de la nation, voyageaient seules vers Washington pour recevoir, au nom de son frère, une médaille posthume qui brillait déjà dans ses rêves, comme un phare dans la nuit du deuil. Mais ce jour-là, au milieu des valises qui roulent et des annonces qui crépitent, une ombre malveillante s'approcha. Sophie Moreau, hôtesse de l'air chevronnée chez Falcon Air, avec ses 18 années d'expérience qui lui avaient forgé un ego démesuré et un mépris palpable pour ceux qu'elle jugeait indignes de son précieux domaine, la première classe. Sophie, avec son tailleur impeccable et son sourire forcé qui masquait une arrogance héritée d'une carrière passée à flatter les riches et à rabaisser les autres, posa son regard sur Émilie comme sur une intruse. « Tu n'as rien à faire ici, petite. Dégage !» lança-t-elle d'une voix tranchante comme une lame, ignorant délibérément le badge étincelant sur la poitrine de l'enfant, ce badge qui n'était pas un jouet mais un artefact de haute sécurité, un symbole de la reconnaissance nationale. La foule autour, ces passagers anonymes qui auraient pu intervenir, préféra se taire ou pire, murmura des ricanements complices. Un homme d'affaires en costume 3 pièces, avec son attaché-case en cuir luxueux, gloussa en murmurant à sa compagne. « Regarde cette gamine qui se prend pour un soldat, c'est ridicule. » Une femme élégante, parfumée à outrance, renchérit avec un rire perçant. « C'est sûrement pour un carnaval scolaire, mais en première classe. Quelle audace! Ces moqueries, ces regards dédaigneux, amplifiait l'humiliation, transformant le terminal en une arène de cruauté sociale où l'innocence était piétinée sans remords. Émilie, les joues rougissantes mais les yeux secs, ne pleura pas. Elle se contenta de serrer son badge, ce petit ovale d'argent gravé d'un aigle et de 3 étoiles, un cadeau de son frère avant son déploiement fatal. « Madame, j'ai mon billet pour la première classe », répondit-elle d'une voix calme, mesurée, presque trop mature pour son âge, tendant son boarding pass d'une main tremblante mais ferme. Sophie, au lieu de vérifier, balaya le document d'un geste dédaigneux, son visage se tordant en une grimace de mépris pur. « Tes parents t'ont dit que tu pouvais jouer à la grande. Ce n'est pas un jeu, c'est pour les vrais passagers, hurla-t-elle, attirant davantage d'attention, et là,
Dans un accès de rage incontrôlé, elle leva la main et gifla Émilie avec une force qui fit claquer l'air comme un coup de fouet, envoyant le badge voler sur le sol carrelé dans un tintement métallique qui résonna comme un glas. La douleur physique n'était rien comparée à l'outrage moral. Comment osait-on frapper une enfant endeuillée, une représentante de la nation, pour le simple crime d'exister dans un espace réservé aux élites? Les gaspes d'horreur fusèrent enfin, mais trop tard. Un voyageur âgé, un vétéran peut-être, marmonna « C'est inacceptable ». Mais personne n'osa bouger, laissant l'injustice planer comme un nuage toxique. Émilie, stoïque comme les héros de Verdun ou de la Résistance, se baissa lentement, ramassa son badge, et sans un cri, sans une larme, elle pressa son pouce sur un capteur dissimulé au dos. Le badge clignota, bleu puis rouge, un signal discret mais mortel. Sophie roula des yeux, moqueuse. « La sécurité arrive dans 2 minutes, tu vas apprendre la leçon. » Mais Émilie, avec une sérénité qui glaçait le sang, répliqua doucement « Vous devriez plutôt appeler le ministère de la Défense. » Et en moins de 60 secondes, l'impensable se produisit. Les lumières du terminal vacillèrent. Une annonce tonitruante retentit. Alerte protocole drapeau gris activé. Opération conjointe suspendue à cette porte. Tout s'arrêta net. Les passagers figés, les agents au sol paniqués, et dans 9 aéroports à travers le pays, les systèmes militaires interconnectés déclenchèrent des verrouillages immédiats, des vols détournés, des embarquements annulés, plongeant le réseau aérien dans un chaos orchestré par une simple pression de doigts. Sophie, encore ignorante de la tempête qu'elle avait déclenchée, croisa les bras avec un air suffisant, mais déjà, les murmures se transformaient en accusations. Elle a giflé une gamine en uniforme militaire. C'est une honte. Un passager auxiliaire, un jeune homme avec un smartphone à la main, filmait la scène en cachette, capturant non seulement la gifle, mais aussi les rires complices des autres, ces rires qui maintenant semblaient des complices d'un crime odieux. Et voici le premier twist qui fait bouillir le sang. En fouillant dans le passé de Sophie Moreau, révélé plus tard par des fuites anonymes sur les réseaux sociaux, on découvrit qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Des plaintes antérieures pour discrimination raciale et sociale envers des passagers vulnérables avaient été étouffées par la compagnie, des témoignages d'anciens collègues décrivant comment elle avait harcelé une mère immigrée avec son bébé, la forçant à descendre d'un vol pour manque de classe, ou comment elle avait moqué un handicapé en fauteuil roulant, le traitant de fardeau pour l'équipage. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, amplifia l'indignée collective. Comment une telle personne pouvait-elle encore voler, porter l'uniforme d'une profession censée incarner l'hospitalité et le respect? Émilie, debout au milieu du silence oppressant, épousseta sa manche, remit son badge en place, et dans ce geste simple, le pouvoir bascula irrémédiablement. 1 heure plus tôt, dans le salon VIP désert de l'aéroport, Émilie était assise seule, jambes croisées avec élégance, mains jointes sur ses genoux, observant le va-et-vient des voyageurs indifférents. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec pitié, supposant qu'elle jouait un rôle pour une parade scolaire. Une femme en escarpin murmura à son mari « C'est pour un défilé du 14 juillet sans doute », ignorant le poids réel de cet uniforme. Émilie, habituée à l'invisibilité depuis la perte de son frère, fixait l'horloge numérique, comptant les minutes jusqu'à son vol pour Washington, où l'attendait cette cérémonie solennelle, un moment de gloire posthume qui ne compenserait jamais le vide abyssal dans son cœur. Son père, le général Pierre Laurent, lui avait dit ce matin-là, avant de partir pour sa base, « Ton frère s'est battu pour quelque chose de grand, et aujourd'hui, toi aussi. » Elle n'avait rien répondu, juste hoché la tête, mais maintenant, seule, elle caressait le bord de son badge, gravé d'un aigle fier, rappelant les insignes des légionnaires français d'antan. Un éclat de rire bruyant l'attira de ses pensées. Derrière elle,
Un groupe de passagers moqueurs, dont ce même homme d'affaires qui rirait plus tard, se gaussait d'un enfant en tenue militaire jouet. « Regardez ce petit clown !» Émilie ne se retourna pas, se leva simplement, ajusta son col et marcha vers la porte 17 avec une détermination qui contrastait avec son jeune âge. Elle ne savait pas encore que dans moins d'une heure, cette porte deviendrait le théâtre d'une humiliation publique, qu'une adulte la frapperait devant des dizaines de témoins passifs, que 9 aéroports s'assombriraient à son commandement. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle portait le nom de son frère sur sa poitrine, et que personne, absolument personne, n'allait lui dire qu'elle n'avait pas sa place. Sophie Moreau, avec ses années à survoler les cieux en première classe, avait développé un instinct aiguisé pour repérer les vrais passagers, ceux aux costumes sur mesure, aux montres ostentatoires, à la confiance tranquille des privilégiés. Elle appelait cela le test viscéral. 5 secondes pour juger posture, vêtements, ton de voix. Et quand elle vit Émilie, traînant un simple sac de marin bleu, avec son badge qui ressemblait à un accessoire de théâtre, son instinct hurla « non ». Les enfants n'avaient pas leur place là, sauf attachés à quelqu'un d'important. Pas de parents visibles, pas de bagages luxueux, juste un visage sérieux et des yeux bruns qui n'exprimaient pas la peur qu'ils auraient dû, selon elle. Sophie s'interposa, paume levée comme un barrage. « Ma chérie, cette file est pour la première classe. Tu es sûre d'être au bon endroit? » Émilie soutint son regard sans ciller. « Oui, madame, j'ai mon boarding pass. » Sophie ne daigna même pas le vérifier. Le papier semblait réel, mais elle avait vu tant de faux, tant d'entourloupes de parents ambitieux. Ce qui la fit basculer, c'était le badge. Ce bout de métal brillant, piné comme un faux semblant. Sophie avait vu assez de respect fin pour en être écœurée. « Où sont tes parents ?» demanda-t-elle plus durement. « Ils volent séparément », répondit Émilie calmement. « Tu n'es pas militaire, et tu n'es pas première classe, alors écarte-toi. » Émilie ne bougea pas. Pour la première fois, l'instinct de Sophie vacilla. Il y avait quelque chose d'énervant dans le calme de cet enfant. Pourtant, Sophie fit ce qu'elle faisait toujours. Quand on résistait, elle prenait le contrôle. Elle haussa la voix, agita la main, et quand les mots ne suffirent pas, elle frappa. La file à la porte 17 s'était tendue comme une corde prête à rompre. Émilie tenait bon, boarding pass en main. La voix de Sophie était passée de polie à acérée, rebondissant sur les murs comme un avertissement. « Écarte-toi » siffla-t-elle. « Tu bloques la file. » Émilie resta immobile. Les passagers derrière s'agitèrent, mal à l'aise. L'homme d'affaires consulta sa montre, la femme élégante marmonna sur les enfants irrespectueux d'aujourd'hui. Personne n'intervint. Personne ne questionna le badge sur la poitrine d'Émilie. Sophie tendit la main vers le badge à nouveau. Émilie recula, le protégeant de ses 2 mains. « S'il vous plaît, ne touchez pas ça, » dit-elle doucement. « Tu crois que tu peux agiter un faux pins et monter en première classe ?» cracha Sophie. Et sans avertissement, la gifle atterrit, pas légère, pas un tapotement, mais un coup franc qui fit chanceler Émilie d'un demi-pas. Le terminal se tut, l'homme d'affaires lâcha son café. Une agente au comptoir octa. Même les doigts de l'agent d'embarquement se figèrent sur le clavier. Émilie ne pleura pas, ne hurla pas. Elle ramassa son badge, rangea calmement son boarding pass, puis glissa un doigt sous la plaque de base. Une lumière rouge pulsa. Un carillon électronique retentit. L'écran d'embarquement vacilla, s'éteignit. La barre de statut clignota en rouge. Porte 17 sous verrouillage protocole, toutes opérations suspendues. Les gardes de sécurité regardèrent autour, perplexes. Sophie recula, confuse. Émilie leva les yeux vers elle. « Vous devriez appeler votre superviseur et le ministère de la Défense. » En cet instant, le visage de Sophie blêmit. Un murmure se propagea. Émilie n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin, car en 57 secondes, 9 aéroports s'arrêteraient, et chaque personne dans ce terminal se demanderait enfin «
Qui est-elle? La porte 17 resta immobile, trop immobile pour un aéroport majeur. Les téléphones sonnèrent derrière le comptoir. Les lumières du jet bridge s'éteignirent. Un écran affichait en rouge gras. Protocole drapeau gris, niveau 2, en attente de clearance commandement. Personne ne savait ce que cela signifiait, mais tous sentaient l'anormalité. Sophie recula tremblante, sa confiance s'effritant. « Ce n'est pas... ça doit être une erreur. » Émilie ne dit rien. Elle s'assit dans un coin, croisa les jambes comme dans le salon VIP, et sortit une petite tablette cryptée de son sac. L'écran de connexion apparut. Reconnaissance faciale acceptée. Elle tapa une fois. À des kilomètres, dans un bureau vitré surplombant Washington, le général Pierre Laurent jeta un œil à son téléphone vibrant. Il ne tressaillit pas en voyant l'alerte. Protocole Émilie activé. Porte 17. Il expira calmement, concentré. Pour tous, il était le directeur adjoint de la division de surveillance aérienne conjointe de la sécurité intérieure. Pour Émilie, il était juste papa. Il décrocha la ligne sécurisée. Passez-moi le commandement de l'autorité aérienne fédérale maintenant. Je veux la porte gelée, le personnel isolé et l'équipe de secours déployée discrètement. Niveau de panique civile à 0. Derrière lui, une carte numérique clignota tandis que 9 aéroports s'allumaient en rouge. Réponse automatique liée à un seul badge, celui d'Émilie. De retour à la porte 17, Sophie débitait des excuses aux agents de porte qui n'écoutaient plus. Une femme en uniforme, avec un casque militaire, sans logo aérien, s'approcha d'Émilie, murmura quelque chose. Émilie hocha la tête. La femme se dirigea vers la cabine du capitaine. Les passagers murmurèrent. Émilie resta assise, mains jointes, observant le chaos se dérouler. Elle n'essayait pas d'effrayer quiconque. Elle n'était pas en colère. Elle refusait simplement que le monde fasse comme si le nom de son frère n'importait pas. Et grâce à l'homme à l'autre bout du fil, le monde allait s'en souvenir. En 20 minutes, Naishka, porte 17, devint virale. D'abord une photo floue. Une jeune fille en uniforme militaire assise seule tandis que l'équipage s'affolait. Légende. Qu'a fait cet enfant pour fermer toute une porte? Puis vinrent que les vidéos. Clip de smartphone montrant Sophie giflant Émilie, suivi des lumières tamisées et des écrans clignotants. Quelqu'un posta l'audio de l'annonce. Un autre ajouta des sous-titres. Quand Émilie leva les yeux de sa tablette, CNN, Reuters et 2 stations locales avaient demandé l'accès à son profil du ministère de la Défense, mais il était verrouillé, pas refusé, pas restreint. Verrouillé au niveau national. Les fichiers verrouillés n'arrivent qu'au connecté à plus grand. Quand Sophie réalisa la gravité, il était trop tard. Sa photo partout. Un screenshot de la vidéo, main levée, visage tordu de frustration. Légendé, elle a giflé une enfant Gold Star. Elle ignorait qui était la fille. Cette femme travaille en première classe. Émilie, toujours assise, observait sans expression, ni sourire ni larmes, juste calme. L'homme en face, un ancien vétéran de la marine en casquette, se pencha. « C'était ton frère ?» Émilie hocha la tête. « Province hostile, 3 mois ago. » Il posa la main sur son cœur. « Semper Fi. » Émilie murmura. « Merci. » Sophie, meanwhile, était tirée de côté par 2 hommes en uniforme qu'elle ne reconnaissait pas. Pas la sécurité aérienne, pas la TSA. De vrais uniformes. Silence fédéral. L'agent de porte s'éloigna de son bureau, parlant dans une radio, hochant lentement. Autour, les murmures devinrent regards. Personne ne défendit Sophie maintenant. Émilie se leva, épousseta ses manches, marcha vers la fenêtre. Elle n'était pas là pour détruire, mais certaines leçons doivent être publiques, surtout quand le monde oublie qu'un passager silencieux peut porter un nom digne de salut. Émilie s'assit dans une salle de sécurité privée, son petit corps noyé dans un fauteuil en cuir trop grand.
Une tasse d'eau intouchée, condensation perlant sur la table. 2 hommes en costume sombre entrèrent. Pas du personnel aéroportuaire, pas aérien. De la division d'éthique aérienne fédérale, une unité conjointe que peu connaissent. Le plus grand s'assit en premier. Émilie Laurent, dit-il, voix calme mais vigilante. Nous savons qui vous êtes. Nous avons besoin de votre confirmation. Émilie hocha la tête. Pas de peur. Posture droite. Épaules carrées comme son frère le lui avait appris. Oui, monsieur, répondit-elle. Autorisation, Alpha Novembre 7. C'était tout. Une phrase, et la tablette dans son sac sonna. Les hommes échangèrent un regard. En seconde, l'écran mural s'alluma. Un sceau fédéral, 5 lignes redactées, puis accès accordé, clearance Skylock niveau 4, ID Laurent Émilie, unité 17. Le plus petit se pencha. Émilie, comprenez-vous ce que signifie activer le protocole drapeau gris? Elle le regarda droit dans les yeux. Ça signifie que 9 aéroports suspendent l'autorité opérationnelle jusqu'à revue conjointe par l'autorité aérienne et le ministère de la Défense. Et qui peut le déclencher? Moi ou mon père? Silence. À la porte 17, Sophie était escortée sans un mot. Pas d'excuses, pas de discours de sortie. Les passagers avaient évacué, mais pas avant que quelqu'un projette les nouvelles sur le mur aéroportuaire. Sa photo planait sur son départ, figée dans la honte. Elle ignorait que le badge d'Émilie n'était pas un jouet. C'était partie du Skylock, un système d'identification fédéral classifié pour les dépendants de personnel défense à haut risque, surtout ceux avec honneur posthume. Le badge portait un token d'override éthique, permettant aux porteurs de signaler des violations aéroportuaires en temps réel, quand la dignité ou le protocole est violé au-delà des mesures civiles. Seuls 3 enfants dans le pays le portaient. Émilie en était un. L'homme à la tablette demanda doucement « Pourquoi l'avez-vous activé ?» Émilie posa, pas par doute, mais pour que ses mots atterrissent juste. « Je ne l'ai pas activé parce qu'elle m'a frappé, » dit-elle doucement. « Je l'ai activé parce qu'elle a rejeté le sacrifice de mon frère comme s'il ne valait rien, parce qu'elle a appelé mon badge faux, parce qu'elle m'a regardé et vu une enfant sans valeur. » La salle se tut. L'agent grand se recula, expira longuement, dit « Le protocole est valide, pas de violation de votre part. » Émilie ne tressaillit pas. « Elle m'a demandé si je prétendais être militaire, » ajouta-t-elle. « Mais je ne suis pas, je suis famille. » Pendant ce temps, dans un terminal sécurisé de l'autorité aérienne, le général Pierre Laurent se tenait devant 6 hommes et femmes de l'autorité, sécurité intérieure, ministère de la Défense. Chacun tenait un dossier. Aucun ne l'avait ouvert. Il parla. « Ma fille n'a pas outrepassé. Elle a suivi le protocole Skylock éthique à la lettre. Ce protocole existe parce qu'il y a 2 ans, un autre enfant Gold Star a été éjecté d'un vol pour porter un uniforme. Personne n'a agi alors. Nous n'avons pas créé ce système pour la presse. Nous l'avons créé pour empêcher que la honte devienne politique. » Un cadre jeune remua. « 9 aéroports verrouillés, c'est beaucoup. » Laurent le fixa. Le coup du silence l'était aussi. De retour à l'aéroport, les médias changeaient de ton. Émilie n'était plus l'enfant au centre d'un shutdown. Elle était Émilie Laurent, fille du général Pierre Laurent et sœur du héros tombé caporal Julien Laurent. Un nouveau clip se partageait vite. Sophie roulant des yeux avant la gifle, avec texte « Quand l'arrogance rencontre les conséquences ». À la porte, une annonce douce retentit. Embarquement reprend à la porte 17, première classe seulement, commençant par mademoiselle Émilie Laurent. Sophie partit. Équipage remplacé. Émilie se leva, badge brillant comme de l'acier sous la lumière. Elle marcha ni plus vite ni plus lentement, droit devant les murmures, les regards, sur l'avion. Et en s'asseyant en 1A,
Personne ne questionna sa place. Plus maintenant. Au décollage d'Émilie, le monde de Sophie s'effondra en moins de 3 heures. Commencer par une notice de suspension temporaire sur le tarmac, courte, froide, non signée, à peine temps de processer avant revocation de ses credentials aériens dans le système interne. En essayant de loguer sur l'app équipage, son profil lisait « Statut sous investigation fédérale, ne pas assigner vol ». Un garde la guida hors zone restreinte. Pas de cérémonie, pas d'excuses, juste silence. Au même temps, le chat HR interne de Falcon Air explosa. Membres d'équipage postèrent screenshots de la vidéo. Anciens employés partagèrent histoire anonyme sur le ton de Sophie, son attitude, comment elle agissait comme propriétaire de la cabine première. Puis vint l'appel salle de conférence. Le PDG de Falcon Air faisait face à pression de l'autorité, après notification que l'aérienne avait échoué à compléter formation billet obligatoire pour équipage senior. Formation due pour renouvellement 8 mois avant. Ce moment avait ouvert un backlog de négligence. Pire, l'activation protocole drapeau gris avait déclenché Old Ethics System-wide sur tout vol Falcon Air via corridors aériens fédéraux. Ça signifiait 9 aéroports retardant trafic Falcon Air de 3 heures, 6,7 millions en contrat, partenariat gelé. Accès Sky Priority à 2 terminals majeurs, suspendus en attente revue. Le directeur Com tenta un spin doux. Nous conduisons revue interne et restons engagés à dignité et inclusion, mais trop tard. Réseaux sociaux n'attendaient pas. Dans l'avion, Émilie assise calmement. Une hôtesse, pas Sophie, offrit thé chaud et couverture sans beaucoup dire, mais ses yeux portaient ce que mots ne pouvaient. Respect, pas pitié, respect. De l'autre côté de l'allée, une femme d'affaires se pencha. « J'espère que tu sais combien de gens avaient besoin de voir ce que tu as fait aujourd'hui. » Émilie répondit, presque chuchotement, « Je ne l'ai pas fait pour eux. » Pause. « Mais je suis contente qu'ils regardaient. » À Washington, le général Laurent se tenait devant un panel presse fermé. Son ton ferme mais calme. « Ce n'est pas sur une gifle. C'est sur une culture dans les cieux qui a permis jugement uniforme de surclasser décence humaine basique. » L'administrateur autorité à côté ajouta « Le système Skylock fut bâti pour moments comme ça. Il a fonctionné. Et maintenant nous requérons tous partenaires aériens fédéraux à soumettre à Audit Compliance éthique 72 heures. » Quand demandé si licence Falcon affectée, Laurent ne tressaillit pas. Elles le sont déjà. Un terminal différent, même jour. Sophie assise seule dans une salle conférence non marquée, attendant audience qui déterminerait si ses actions la disqualifiaient de certification autorité future. Pas d'avocat, pas de rep syndicat à côté, juste écran silencieux sur mur affichant. Revue pendante, violation section 17C, clause éthique, respect envers parties protégées identifiables. Et au-dessus, sa propre main figée en l'air, de style vidéo viral. Elle essaya d'expliquer qu'elle ne voulait pas, qu'elle était sous pression, que la fille semblait prétendre. Mais vérité simple, elle n'a pas demandé, elle n'a pas posé, elle a assumé. Et maintenant, le système qu'elle pensait la protéger l'exposait plutôt. De retour dans l'avion, en vol, Émilie regarda par la fenêtre les nuages filés. Son badge reposait tranquille à côté. Lumière éteinte maintenant. Protocole terminé. Systèmes en ligne. Elle n'était pas en colère, mais changée. Et ainsi le système qui avait ignoré les filles comme elle, famille comme la sienne, depuis trop longtemps. Comme le capitaine annonça turbulence douce devant, Émilie murmura à elle-même « Laissez-les la sentir ». Pas par revanche, mais parce que turbulence enseigne ce que cieux lissent jamais. La conférence presse n'était pas supposée publique, mais après 3 agences fédérales et 2 comités Sénat impliqués, transparence devint seule option. À exactement 14 heures, dans une salle bordée de drapeaux américains et insignes autorités, le général Pierre Laurent marcha au podium. Son uniforme charpe, posture verrouillée,
visage même acier calme qui commandait mission outre-mer. Mais aujourd'hui, pas comme général, comme père. Soyons clairs, commença-t-il. Émilie Laurent n'a pas violé protocole. Elle l'a activé et le système a fonctionné parce qu'il était conçu pour le moment exact où dignité est niée, pas par menace, mais par arrogance. Un journaliste leva la main. « Monsieur, pouvez-vous confirmer qui a autorisé Credentials Skylock de votre fille ?» Laurent ne cligna pas. « Moi, après qu'elle a enterré son frère. » Gasps traversèrent la salle. Caporal Julien Laurent, corps de marine, KIA Province Hostile, Mars. Émilie avait 12 ans quand elle reçut ce badge. Pas comme cadeau, mais désignation, elle s'entraîne à moi. Passa revue simulation plus haut que certains agents TSA. Elle le gagna. Un second reporter demanda « Est-elle encore active dans le système ?» Il hocha. Aujourd'hui, elle reste une des 3 mineurs civils avec accès Skylock niveau 4. Puis posa, se pencha plus près du MIC. Et si l'aérienne avait simplement écouté, si ce membre équipage avait posé pour demander au lieu de gifler, rien de ceci n'aurait été nécessaire. À travers le pays, boards aériennes s'affolèrent à rechecker compliance, télécharger matériaux formation longs ignorés. Au QG Falcon Air, le PDG regarda le broadcast en silence. Puis, sans mots, décrocha téléphone et demanda réunion avec Conseil Compliance Autorité. Parce que ce n'était plus sur une fille. C'était sur ce qui arrive quand silence rencontre badge backé par vérité. 3 jours après incident porte 17, l'autorité relâcha statement qui ripple à travers industrie aviation entière. Pas headlines flashy, pas musique dramatique, juste mémo quiet étiqueté. Implémentation du protocole dignité effectif immédiatement. Dedans 4 pages qui rechapperaient comment aérienne opère. Chaque majeure aérienne US maintenant requise compléter formation éthique quarterly. Pas juste pour hôtesse, mais tout personnel interaction passager. Tout membre équipage trouvé violent politique éthique envers dépendant Skylock, désigné placé sous revue fédérale immédiate. L'autorité publierait rapport compliance éthique passager quarterly, nommant aérienne échouant inspection. Plus notable, système badge Skylock, autrefois secret, maintenant officiellement reconnu comme désignation fédérale protégée backé par Sécurité intérieure. Nom d'Émilie jamais mentionné directement, mais Insider savait. Et quand document publié, son ID numéro, Laurent Unité 17, listé sous désignations actives. À une petite table presse ce jour, un capitaine aérien retraité demandait comment il sentait sur nouvelles régulations. Il se pencha, pensif. J'ai vu Héroguerre voler coach sans plainte, et Folks en première agir comme roi, mais cette fille, elle n'a jamais élevé voix. Elle n'avait pas besoin. Pause. C'est ce que vraie force ressemble. Et maintenant, les cieux commenceront enfin à s'en souvenir. À Washington, Émilie assise à fenêtre chambre, regardant Jet passer overhead en silence. Son badge rangé si cher dans tiroir maintenant, mais son écho déjà réécrivant comment nation entière volait. Fin semaine, 9 pays requirent accès documentation protocole Skylock. Japon envoya inquiry formelle. Canada issued revue éthique preliminary pour tous carrières domestiques. Et à Londres, Board Operations Heathrow vota 6-1 suspendre partenariats avec toute aérienne échouant comply standard dignité passager fin quarter. Le ripple devint Tide. Outlet nouvelle shiftèrent ton de la gifle vue round terminal à la fille qui gronda 9 aéroports et rehuyra les cieux. Mais Émilie s'en fichait headlines. Elle de retour école, quiet, uniforme repassé, badge rangé. Quand son prof histoire mentionna Yvaine Courant et usa réforme éthique aviation comme exemple, Émilie garda tête basse. Elle ne voulait pas applause. Elle voulait juste pas que ça arrive à quiconque autre. Ce soir-là, Général Laurent toqua légèrement à sa porte. « Y a quelqu'un en vidéo call demandant parler avec toi, dit-il. International. » Émilie marcha à écran.
Une femme calme, élégante apparut. Derrière elle, drapeau, Commission Aviation Européenne. « Mademoiselle Laurent ?» dit-elle chaudement. « Nous aimerions vous inviter parler au Forum éthique passager global mois prochain à Bruxelles. » Émilie cligna. « Je suis juste une enfant ?» La femme sourit. « Et pourtant, vous avez rappelé à industrie entière ce que adultes oublièrent. » Dehors, un avion plana à travers Sunset. Pour première fois en année, Émilie leva yeux. Pas avec grief, mais pride quiet. Certaines changes ne rugissent pas avec engine. Elles atterrissent quietly, mais restent. La salle de bal au Forum éthique passager global à Bruxelles remplit délégués plus 40 pays. Suie, drapeau, caméra, mais tous yeux tournèrent comme fille 11 ans marcha sur stage, pas avec entrée dramatique, mais pas steady et souffle quiet. Émilie Laurent ajusta microphone. Elle ne regarda pas note. « Vous n'avez pas besoin d'un badge pour savoir quand quelque chose va mal, » commença-t-elle. La salle se tut. Ce qui m'est arrivé n'était pas rare. C'est le problème. C'était normal. Et parfois normal doit être interrompu. Elle posa, regarda rangs exécutives aériennes, régulateurs fédéraux, officiers éthiques. Mon frère m'a enseigné que silence peut être dignifié, mais parfois silence laisse gens continuer à être blessés. Donc, j'ai utilisé ma voix. Autre pause plus douce. Et si une enfant peut changer quelque chose avec un badge et une décision, qu'est-ce qui vous arrête? Une pleine minute silence suivit. Puis, ovation debout, pas loud, mais long. Un mois plus tard, accord éthique passager officiellement signé par 23 nations. L'autorité relâcha Framework éthique porte 17, nommé en honneur Quiet, où tout commença. License autorité, Sophie révoqué permanent. Falcon Air placé sous oversight fédéral 2 ans. Et Émilie. Elle rentra home, back école, back monde quiet. Son badge resta dans tiroir maintenant, verrouillé, protégé. Elle espérait jamais en avoir besoin. Mais, à travers monde, signes montèrent terminal et centre formation. Dignité n'est pas option, c'est politique. Et chaque fois membre équipage glance ces mots avant vol. Il ne connaissait pas la fille derrière, mais il savait mieux que ignorer la suivante. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Émilie, juste 11 ans, mais tenant la clé pour Grounder toute aérienne? Dites-nous d'où vous regardez et laissez-nous savoir. Pensez-vous que dignité dans cieux peut jamais être vraiment enforced ou est-ce encore juste privilège pour quelques? Et rappelez-vous, likez et commentez Justice pour Émilie, pour rejoindre le mouvement. Alors que le terminal 17 plongeait dans un silence assourdissant, comme si un ouragan invisible avait balayé toute trace de vie ordinaire, les conséquences du geste impardonnable de Sophie Moreau se déployaient avec une rapidité terrifiante, transformant un simple incident en une catastrophe nationale qui faisait bouillir le sang de quiconque osait y penser. Imaginez, 9 aéroports majeurs, ces hubs vitaux de la mobilité moderne, soudain paralysés, leurs écrans clignotants en rouge comme des plaies ouvertes, des vols annulés par centaines, des milliers de passagers coincés dans un limbo infernal. Tout cela parce qu'une hôtesse arrogante avait osé lever la main sur une enfant innocente, une petite fille portant le deuil d'un héros national. Cette injustice criante, cette trahison flagrante de tout ce que représente la France, terre de liberté, d'égalité et de fraternité, ne pouvait que susciter l'indignée, absolue, une rage qui montait en flèche, exigeant justice immédiate et sans pitié. Et si cela vous révolte au plus profond de votre être, likez cette vidéo pour allumer le feu de la révolte et commentez « Justice pour Émilie » pour que votre voix rejoigne le cœur tonitruant des indignés, car ce n'est que le début d'une tempête qui va tout emporter sur son passage.
Les sirènes discrètes des systèmes de sécurité se mirent à hurler intérieurement, invisibles mais omniprésentes, tandis que les agents de l'aéroport, ces gardiens supposés de l'ordre, échangeaient des regards paniqués, leurs radios crépitant d'ordres urgents venus d'en haut. Émilie, toujours assise dans son coin, observait le chaos avec une sérénité qui contrastait violemment avec la furie naissante autour d'elle. Elle n'avait pas cherché cela, mais maintenant que la machine était lancée, elle refusait de reculer, car reculer aurait signifié trahir la mémoire de son frère, ce caporal Julien Laurent, dont le sacrifice hantait encore ses nuits. Flashback brutal. 3 mois plus tôt, dans une province hostile et poussiéreuse, loin des lumières de Paris ou des avenues de Washington, Julien, ce jeune marine au sourire contagieux et à la détermination d'acier, avait donné sa vie lors d'une embuscade impitoyable, protégeant ses camarades d'un feu ennemi incessant, son corps criblé de balles mais son esprit invaincu. Un héros moderne dans la lignée des poilus de la Grande Guerre ou des résistants de la Seconde. Émilie se rappelait ce jour funeste où le drapeau tricolore avait été plié avec soin et remis à sa famille, les larmes de son père, le général Pierre Laurent, un homme forgé dans les feux des opérations spéciales, qui avait juré sur la tombe de son fils de protéger les siens contre toute forme d'injustice. Pierre Laurent, ce géant au cœur de pierre mais à l'âme de feu, député directeur de la division de surveillance aérienne conjointe, n'était pas seulement un père endeuillé, il était l'architecte secret du système Skylock, conçu pour empêcher que des drames comme celui-là ne se reproduisent. Et maintenant, son alerte sur le téléphone vibrait comme un appel à la vengeance légitime. Mais au milieu de ce tumulte, un personnage auxiliaire émergea de la foule figée. Un vétéran buriné par les ans, un ancien légionnaire français nommé Marcel Dubois, avec sa casquette usée ornée d'une médaille de la Légion d'honneur, qui s'approcha d'Émilie avec une démarche boiteuse mais résolue, ses yeux flamboyants de rage contenue. « Ma petite, ce qu'ils t'ont fait est une honte pour la nation. J'ai servi sous les drapeaux, j'ai vu des frères d'armes tomber, et voir une gamine comme toi, portant l'uniforme du deuil, être traitée ainsi, c'est intolérable. » Tonna-t-il d'une voix rauque, attirant les regards, et il se posta comme un bouclier humain devant elle, défiant quiconque d'approcher, son intervention comme un rayon de lumière dans l'obscurité de l'indifférence collective. Pourtant, cette lueur fut vite éclipsée par une ombre encore plus noire. Une collègue de Sophie, une autre hôtesse nommée Claire Dupont, une femme aux lèvres pincées et au regard fuyant, qui s'approcha furtivement du comptoir et murmura à l'agent de porte « C'est juste une gamine qui fait du cinéma. Sophie a raison, il faut couvrir ça avant que ça n'explose. » Tentant de minimiser l'incident, de le balayer sous le tapis, comme si frapper une enfant Gold Star n'était qu'une broutille, une erreur mineure dans le grand ballet aérien. Cette tentative de couverture, cette complicité flagrante, fit monter la Lindignée à un niveau explosif. Comment osait-elle? Comment pouvait-on protéger l'indéfendable, ignorer la douleur d'une famille brisée par le devoir national? Tout cela pour sauver la face d'une compagnie aérienne pourrie par l'arrogance? Marcel, entendant ces murmures traîtres, explosa. « Vous osez couvrir cette brute? Vous êtes aussi coupable qu'elle. La France ne tolère pas les lâches qui piétinent l'honneur des siens. » Et sa voix, amplifiée par la rage, fit trembler les murs, incitant d'autres passagers à se réveiller enfin de leur torpeur, des murmures de dissentement se transformant en cris d'indignation. Mais le vrai twist, celui qui fit basculer l'histoire dans l'abîme de la fureur collective, surgit comme un coup de poignard inattendu. Le jeune homme au smartphone, ce témoin anonyme qui avait filmé la scène, posta la vidéo sur les réseaux sociaux sans attendre, et en quelques minutes, elle devint virale, révélant non seulement la gifle brutale, mais aussi les mots venimeux de Sophie juste avant, capturés par miracle. « Ton badge bidon et ton costume de carnaval ne trompent personne, petite. Les vrais héros ne laissent pas des gamines jouer avec leur mémoire. » Une insulte directe au sacrifice militaire, une profanation abjecte de la mémoire des tombés au combat.
qui transforma la simple humiliation en un scandale national, déclenchant une vague d'outrage public qui submergea les timelines, les forums, les chaînes d'infos en continu. Des vétérans, des familles de militaires, des citoyens ordinaires hurlèrent de leur colère en ligne. Comment ose-t-elle dénigrer nos héros? Justice pour Émilie et pour Julien. Les hashtags Justice pour Émilie et #honte à Sophie. Moraux explosèrent, atteignant des millions de vues en un clin d'œil, et les médias traditionnels, flairant le sang, s'emparèrent de l'affaire, diffusant des analyses incendiaires qui pointaient du doigt non seulement Sophie, mais toute la culture toxique de Falcon Air, cette compagnie qui avait permis à une telle vipère de prospérer. Au quartier général de Falcon Air, le chaos régnait. Le PDG, un homme bedonnant nommé Victor Leclerc, transpirait à grosses gouttes dans son bureau panoramique, entouré de ses conseillers affolés, tandis que les alertes pleuvaient sur leurs écrans. Pertes financières estimées à des millions d'euros par heure de lockdown, partenariats gelés, investisseurs furieux. Comment une gifle a-t-elle pu causer ça? Balbutia-t-il, mais la réponse était claire. Ce n'était pas juste une gifle, c'était l'étincelle sur une poudrière d'injustice accumulée. Et maintenant, l'enquête fédérale s'ouvrait comme les portes de l'enfer, avec des agents du ministère de la Défense et de l'Autorité aérienne fédérale débarquant dans les aéroports, interrogeant témoins et personnels, déterrant des dossiers poussiéreux, révélant que Sophie avait un historique de plainte pour harcèlement, étouffé par une hiérarchie complice. Un autre twist glaçant émergea alors. Parmi les passagers moqueurs de la file, l'homme d'affaires en costume 3 pièces, celui qui avait ri de l'uniforme d'Émilie, s'avéra être un cadre supérieur de Falcon Air lui-même, un certain Philippe Bertrand, qui avait non seulement assisté à la scène sans intervenir, mais avait même envoyé un message interne pour gérer discrètement l'incident, une preuve irréfutable de corruption au sommet qui fit hurler de rage les observateurs. Les loups se protègent entre eux. Démanteler cette compagnie pourrie. La l'indignée atteignait des sommets inédits, avec des manifestations spontanées devant les bureaux de Falcon Air, des pétitions en ligne recueillant des centaines de milliers de signatures et des appels à boycotter la compagnie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Émilie, escortée dans une salle sécurisée, fut interrogée par les agents fédéraux, sa voix calme contrastant avec les tremblements de fureur qui agitaient les adultes autour d'elle. Elle raconta tout, sans embellir, sans minimiser, et quand on lui demanda pourquoi elle avait activé le protocole, elle répondit avec une maturité qui brisait le cœur. « Parce que mon frère est mort pour que des gens comme elle ne piétinent pas notre dignité. » Son père, le général Pierre Laurent, atterrit en urgence à l'aéroport, son hélicoptère militaire faisant vibrer les vitres, et entra dans la salle comme un ouragan de justice, serrant sa fille dans ses bras avant de se tourner vers les enquêteurs. « Ma fille a fait ce que le système lui permettait, et maintenant, c'est à vous de faire payer les coupables. » Mais Claire Dupont, la collègue complice, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle contacta Sophie en cachette, lui conseillant de nier tout en bloc et d'accuser Émilie de provocation. Une tactique vile qui, une fois découverte par une fuite, enflamma encore plus la colère publique. « Elles osent accuser l'enfant, c'est le comble de la lâcheté. » Les twists s'enchaînaient, chacun plus choquant que le précédent. Une ancienne plainte contre Sophie pour avoir discriminé un passager handicapé refit surface, prouvant un pattern de cruauté. Un enregistrement audio interne révéla que Falcon Air avait ignoré des avertissements sur le comportement de son personnel. Et pire, un email de Philippe Bertrand ordonnant de faire taire les vétérans qui râlent fut hacké et diffusé, transformant l'affaire en un scandale tentaculaire qui menaçait de faire tomber des têtes au plus haut niveau. La quicheting était à son paroxysme, avec des journalistes campant aux portes des aéroports, des experts débattant en direct sur les chaînes, et une nation entière unie dans sa fureur contre l'arrogance des puissants. Marcel Dubois, le vétéran, devint une figure emblématique, accordant des interviews où il tenait. « J'ai combattu pour la France, et voir une enfant comme Émilie être traitée ainsi me donne envie de reprendre les armes contre ces tyrans en tailleur. »
Sa voix, relayée par les médias, amplifiait la rage, incitant des associations de vétérans à se mobiliser, organisant des veillées aux chandelles devant les aéroports verrouillés, chantant la Marseillaise avec une ferveur qui rappelait les heures sombres de l'histoire. Au cœur de cette tourmente, Émilie restait le phare de l'innocence bafouée, son calme stoïque contrastant avec les hurlements du monde extérieur, mais intérieurement, elle bouillonnait d'une détermination farouche. Plus jamais une famille comme la sienne ne subirait cela. Le général Laurent, coordonnant l'enquête depuis son QG mobile, découvrit un twist supplémentaire qui fit exploser tout. Sophie avait, dans un passé récent, posté sur les réseaux sociaux des commentaires dédaigneux sur les militaires, les qualifiant de mercenaires glorifiés, une révélation qui transforma l'outrage en une croisade nationale, avec des politiciens de tous bords condamnant l'affaire au Parlement, exigeant des réformes immédiates. Falcon Air, en panique totale, tenta une conférence de presse improvisée où Victor Leclerc balbutia des excuses creuses, mais la foule virtuelle le lyncha en commentaire. « Trop tard, vous avez protégé une monstre. » Les pertes s'accumulaient. Actions en bourse en chute libre, contrats annulés par des partenaires internationaux et des employés internes, dégoûtés, démissionnant en masse, révélant d'autres cas de discrimination couverts par la direction. La Lindignée, maintenant à son zénith, n'était plus contenable. Elle déferlait comme un tsunami, emportant tout sur son passage, et au milieu de ce maelstrom, un nouveau personnage auxiliaire émergea. Une mère Gold Star nommée Isabelle Moreau, ironie cruelle, même nom de famille que Sophie, qui contacta Émilie par l'intermédiaire des médias, partageant son propre deuil et sa rage. « Mon fils est tombé comme le tien, et voir cette femme insulter nos sacrifices me donne la nausée. Nous nous battrons ensemble. » Cette alliance inattendue, ce lien forgé dans la douleur, ajouta une couche émotionnelle dévastatrice, humanisant encore plus l'affaire et faisant monter les larmes de rage chez les spectateurs. Les twists continuaient. Une enquête interne révéla que Claire Dupont avait elle-même été victime de harcèlement par Sophie, mais avait choisi la complicité par peur, un revirement qui, au lieu d'atténuer la colère, l'amplifia. Même les victimes protègent les bourreaux, c'est la fin de la décence. Les heures passaient, les aéroports restaient paralysés, et la nation retenait son souffle, attendant la prochaine explosion. Émilie, enfin réunie avec son père, murmura « Papa, je n'ai pas voulu tout ça, mais je ne regrette rien. » Pierre Laurent, les yeux brillants de fierté et de fureur, répondit « Tu as bien fait, ma fille. Maintenant, laissons la justice faire son œuvre. » Mais la justice dans ce monde corrompu allait-elle vraiment triompher, ou les puissants trouveraient-ils une échappatoire? La tension était palpable, le suspense insoutenable, et la Lindignée, oh la Lindignée, atteignait des niveaux qui menaçaient de tout consumer. Que feriez-vous face à une telle trahison collective? Commentez « Justice pour Émilie » et partagez cette vidéo pour que la vague de colère ne s'arrête jamais, car le chapitre suivant promet des révélations encore plus explosives qui vous laisseront sans voix. Alors que la vague de colère déferlait déjà comme un raz de marée implacable sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information, l'affaire de la Porte 17 atteignit un point de non-retour, une escalade vertigineuse où chaque révélation nouvelle alimentait un brasier de l'indigné, collective qui consumait tout sur son passage, transformant un incident isolé en un scandale monumental qui ébranlait les fondations mêmes de l'industrie aérienne et de la société tout entière. Imaginez l'horreur. Des médias en ébullition, des timelines inondées de vidéos virales montrant la gifle infâme répétée en boucle, des experts vociférant leur indignation sur les plateaux télévisés, et au cœur de tout cela, une petite Émilie Laurent, innocente et stoïque, devenue malgré elle le symbole d'une révolte nationale contre l'arrogance des puissants qui piétinent les faibles sans remords.
Cette trahison abjecte, cette insulte à la mémoire des héros français tombés au combat, ne pouvait que faire monter la rage à un niveau explosif, une fureur qui hurlait justice, exigeant que les coupables soient traînés dans la boue et démolis sans pitié. Si votre sang bout d'indignation face à cette injustice flagrante, likez cette vidéo pour attiser les flammes de la révolte et commentez « Justice pour Émilie » pour que votre cri rejoigne l'ouragan de voix qui exige la tête des responsables, car ce chapitre va plonger dans les abysses de la corruption, avec des twists qui vous feront trembler de rage et vous tiendront en haleine jusqu'au bout. Les médias, ces chiens de garde affamés de scoop, s'emparèrent de l'affaire comme des vautours sur une carcasse fraîche, diffusant en continu des reportages incendiaires qui disséquaient chaque seconde de la vidéo virale, zoomant sur le visage tordu de Sophie Moreau au moment de la gifle, sur les rires complices des passagers moqueurs et sur le calme surnaturel d'Émilie qui, au lieu de pleurer, activait son badge comme une guerrière antique déclenchant une malédiction divine. CNN, France 24, Le Monde, tous titraient en majuscules rageuses. Scandale aérien. Une hôtesse gifle une enfant, Gold Star. 9 aéroports paralysés. Les réseaux sociaux explosaient littéralement, avec des millions de partages, des lives improvisés où des influenceurs, les larmes aux yeux, dénonçaient cette culture de l'élitisme qui tue l'âme de la nation française. Et des pétitions en ligne atteignant des records, réclamant non seulement le licenciement de Sophie, mais la dissolution pure et simple de Falcon Air, cette compagnie vue désormais comme un nid de vipères arrogantes. La l'indignée montait en flèche, nourrie par des témoignages anonymes d'anciens employés qui affluaient. Sophie n'était pas une exception, c'était la norme. Des passagers discriminés pour leur apparence, leur accent, leur classe sociale, et la direction fermait les yeux. Un twist glaçant surgit alors, comme un poignard planté dans le dos des coupables. Une enquête journalistique rapide, menée par un reporter tenace de Libération, révéla que Falcon Air avait ignoré pas moins de 7 plaintes antérieures contre Sophie Moreau, des plaintes pour harcèlement verbal et physique envers des passagers vulnérables. Une femme voilée traitée de menace sécuritaire, un adolescent handicapé moqué pour son fauteuil roulant, un immigré renvoyé en queue d'avion parce que pas assez chic, toutes étouffées par des accords de confidentialité forcés et des promotions internes pour Sophie, prouvant une complicité systémique qui fit hurler la foule virtuelle. Il savait, il protégeait une monstre, au nom du profit. Cette découverte, diffusée en prime time, transforma la rage en un ouragan destructeur, avec des appels au boycott massif qui firent chuter les actions de Falcon Air de 40% en une journée, des pertes financières estimées à des dizaines de millions d'euros, et des partenaires internationaux, comme Air France et Lufthansa, gelant leurs alliances en urgence, déclarant publiquement « Nous ne tolérons pas l'injustice dans les cieux ». Mais le twist le plus choquant, celui qui propulsa la quiche Tigne à un niveau insoutenable, concernait ce passager complice, l'homme d'affaires en costume 3 pièces, qui avait ri de l'uniforme d'Émilie. Philippe Bertrand, révélé comme le vice-président des opérations chez Falcon Air, un cadre supérieur qui non seulement avait assisté à la scène sans lever le petit doigt, mais avait envoyé, dès les premières minutes du lockdown, un email interne ordonnant à l'équipe de minimiser l'incident et discréditer la gamine si nécessaire. Une preuve irréfutable de corruption au sommet, hackée et leakée par un whistleblower anonyme, probablement un employé dégoûté. Imaginez la fureur. Un cadre de la compagnie rit pendant qu'une enfant est giflée et il ordonne de la salir, c'est la pourriture absolue. Les réseaux s'enflammèrent, avec des mèmes viraux montrant Bertrand comme un diable en costard et des manifestations physiques éclatant devant le siège de Falcon Air à Paris, où des vétérans, brandissant des drapeaux tricolores, scandaient « Honte! Justice! Démantèlement !» La police dut intervenir pour contenir la foule enragée, mais même les agents, touchés par l'histoire, murmuraient leur dégoût. Émilie,
au centre de cette tourmente, fut escorté dans une salle d'interrogatoire sécurisée de l'autorité aérienne fédérale, où des enquêteurs au visage grave la questionnèrent pendant des heures, leur voix tremblant parfois d'émotions contenues. « Racontez-nous tout, mademoiselle Laurent. Pourquoi avez-vous activé le protocole ?» Émilie, avec une maturité qui brisait le cœur, répondit sans fléchir. « Parce que cette femme n'a pas seulement frappé mon visage, elle a piétiné l'honneur de mon frère, de tous les soldats français qui ont donné leur vie pour nous, et personne n'a bougé pour m'aider. » Les enquêteurs, émus, notèrent chaque mot, mais dehors, la rage bouillonnait encore plus quand Sophie Moreau, interrogée à son tour dans une salle voisine, osa nier l'évidence. C'était une tape légère, pas une gifle. Cette gamine provoquait, avec son faux badge et son attitude arrogante, elle ment pour se venger. Ces mots, leakés par une source interne, explosèrent comme une bombe sur les réseaux, provoquant une fureur apocalyptique. Elle accuse l'enfant de mensonge, après avoir insulté les héros, c'est le comble de l'abjection. Des célébrités françaises comme Omar Sy et Marion Cotillard tweetèrent leur indignation, appelant à une justice exemplaire contre cette menteuse sans âme. Et des associations de droits humains déposèrent des plaintes collectives, transformant l'affaire en un procès public où Sophie devenait le symbole de tout ce qui pourrissait dans la société. Le père d'Émilie, le général Pierre Laurent, débarqua comme un ouragan dans les locaux de l'enquête, son uniforme impeccable contrastant avec ses yeux flamboyants de rage paternelle. « Ma fille n'est pas une menteuse, elle porte le deuil de la nation et vous osez la laisser interroger comme une criminelle pendant que les vrais coupables se pavanent. » Il claqua des dossiers sur la table, révélant des preuves supplémentaires. Des enregistrements audio internes de Falcon Air montrant que la compagnie avait sciemment ignoré des formations obligatoires sur l'éthique et la discrimination, préférant économiser pour gonfler les bonus des cadres comme Bertrand. Ce twist supplémentaire, comme un coup de grâce, fit monter l'indigné à des sommets inédits. Ils ont sacrifié la sécurité et la dignité pour l'argent, des vies brisées pour des profits, brûlez-les tous. Les 9 aéroports, toujours en lockdown partiel, accumulaient des pertes massives, des vols détournés coûtant des centaines de milliers d'euros chacun, des passagers furieux réclamant des remboursements en masse et des économies locales paralysées, avec des hôtels vides et des commerces fermés. Un autre personnage auxiliaire émergea alors, amplifiant le drame. Une ancienne victime de Sophie. Une infirmière nommée Amina Khalil, qui brisa son silence en direct sur BFM TV, racontant comment, 2 ans plus tôt, Sophie l'avait humiliée pour son hijab lors d'un vol, la forçant à l'enlever sous menace d'expulsion, et comment sa plainte avait été enterrée par Bertrand lui-même. J'ai pleuré en silence, mais voir cet enfant Gold Star traité ainsi m'a donné la force de parler. Falcon Air est un repère de racistes et de bullies. Son témoignage, larmoyant et rageur, fit déborder le vase. Des boycotts internationaux s'organisèrent, avec des syndicats aériens appelant à la grève solidaire, et des politiciens au Sénat français exigeant une commission d'enquête parlementaire. La quiche-tang culminait, avec des twists en cascade, une vidéo cachée montrant Claire Dupont détruisant des preuves, un email de Victor Leclerc admettant « Nous avons sous-estimé le risque des plaintes », chacun alimentant une fureur qui menaçait d'engloutir non seulement Falcon Air, mais tout le secteur aérien. Marcel Dubois, le vétéran, rallia des milliers de supporters en ligne, organisant une veillée virtuelle où des familles Gold Star partageaient leurs histoires, créant un mur de douleur collective qui brisait les cœurs et attisait les flammes. Isabelle Moreau, la mère Gold Star homonyme, rejoignit Émilie en visio, leurs larmes partagées devenant un symbole poignant. Nos enfants sont morts pour la France, et ces monstres osent les insulter. Nous ne nous tairons plus. La tension était insoutenable, l'indignée à son paroxysme, avec des menaces de poursuites pénales contre Sophie pour agression sur mineurs et diffamation, et contre Bertrand pour abus de pouvoir. Le général Laurent, serrant les poings, déclara à la presse
Ce n'est plus une affaire aérienne, c'est une guerre pour la dignité nationale. Mais au milieu de ce chaos, un twist final pour ce chapitre fit exploser tout. Une fuite révéla que Falcon Air avait un fonds secret pour gérer les incidents comme celui-ci, payant des influenceurs pour discréditer les victimes, une corruption profonde qui transforma la rage en une révolution virtuelle, avec des appels à nationaliser la compagnie. Les pertes financières s'élevaient maintenant à plus de 100 millions d'euros, les aéroports grognaient sous la pression, et la nation entière, unie dans sa fureur, attendait le dénouement. Émilie, protégée par son père, murmura « Je veux juste que ça s'arrête, mais pas avant que justice soit faite. » La suspense était à couper le souffle. L'indignée, un feu inextinguible, et le prochain chapitre promettait des résolutions explosives qui vous tiendraient en haleine. Que feriez-vous face à une telle corruption systémique? Commentez. Justice pour Émilie. Et partagez pour que la tempête ne faiblisse pas, car la fin approche. Mais la rage, elle, ne s'éteindra jamais. Au sommet de cette escalade infernale, où l'indignée collective avait atteint un crescendo assourdissant, un hurlement primal qui ébranlait les tours d'ivoire des puissants et faisait trembler les fondations corrompues de Falcon Air. L'affaire de la porte 17 culmina en une résolution tonitruante, une explosion de justice qui, bien que victorieuse, laissait un goût amer de rage inextingué. Car comment pouvait-on réparer l'irréparable, effacer l'humiliation infligée à une enfant innocente par une meute de loups en uniforme? Imaginez le paroxysme, des manifestations enragées devant les sièges sociaux, des pétitions signées par des millions de citoyens furieux, des politiciens tremblants sous la pression populaire, et au centre de ce vortex de fureur, Émilie Laurent, cette petite fille de 11 ans devenue l'incarnation vivante de la révolte contre l'arrogance institutionnelle, une révolte qui exigeait non seulement des têtes, mais une refonte totale du système pourri qui avait permis à des monstres comme Sophie Moreau et Philippe Bertrand de prospérer impunément. Cette injustice, cette trahison flagrante des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité bafouée dans les cieux mêmes, faisait bouillir le sang à un degré insurmontable, l'indignée qui hurlait vengeance, réclamant que les coupables soient écrasés sous le poids de leur propre hubris. Si votre cœur bat la chamade de colère face à cette corruption rampante, likez cette vidéo pour propager le feu de la justice et commentez « Justice pour Émilie » pour que votre voix amplifie ce tonnerre collectif. Car ce chapitre final va déchaîner des twists ultimes qui scelleront le destin des coupables dans un brasier de conséquences, vous laissant haletant de satisfaction rageuse. La conférence de presse, annoncée en urgence par le ministère de la Défense et l'autorité aérienne fédérale, se tint dans une salle bondée de journalistes assoiffés de sang, sous les flashs crépitants et les micros tendus comme des lances prêtes à empaler les mensonges. Le général Pierre Laurent, flanqué de l'administrateur de l'autorité et de représentants du Sénat, monta au podium avec une posture de guerrier, son regard d'acier transperçant l'Assemblée comme un défi lancé aux forces obscures qui avaient osé toucher à sa famille. « Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une gifle infâme », tonna-t-il d'une voix qui résonnait comme un coup de canon. Nous parlons d'un système gangrené par l'arrogance, où des compagnies comme Falcon Air protègent des brutes qui piétinent l'honneur de nos héros tombés. Ma fille Émilie n'a pas activé le protocole Skylock par caprice, mais parce que l'injustice a franchi une ligne rouge et maintenant les conséquences doivent être implacables. Les applaudissements fusèrent, mêlés à des cris de « justice », mais le twist initial explosa comme une grenade. Laurent révéla des documents classifiés, prouvant que Falcon Air avait non seulement ignoré les plaintes contre Sophie, mais avait aussi falsifié des rapports de formation éthique pour obtenir des subventions fédérales, une fraude massive qui impliquait directement le PDG Victor Leclerc, transformant l'affaire en un scandale financier qui fit hurler la salle. Des millions volés aux contribuables pour couvrir des abus? C'est du vol pur et simple, une trahison nationale.
Les actions de la compagnie plongèrent en chute libre, perdant encore 30% en quelques minutes, tandis que les investisseurs paniqués vendaient en masse, provoquant un krach boursier localisé qui menaça d'engloutir l'ensemble du secteur aérien. Sophie Moreau, traînée devant une commission d'enquête fédérale, tenta une défense pathétique, sanglotant devant les caméras. « Je n'ai pas voulu. C'était un moment de stress, la gamine exagérait. » Mais ces larmes feintes ne firent qu'attiser la fureur. Des preuves irréfutables, dont des témoignages d'anciens collègues et des enregistrements audio leakés, la montrèrent riant de ses victimes passées, qualifiant les familles Gold Star de pleurnichards qui exploitent la mort pour des privilèges. Ce twist abject, révélé en direct, transforma la l'indignée en un ouragan de haine. Elle se moque des morts? Des héros qui ont saigné pour la France? Brûlez-la sur la place publique. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des appels à son arrestation immédiate. Et dans un revirement dramatique, Claire Dupont, sa collègue complice, craqua sous la pression et témoigna contre elle. Sophie m'a forcé à couvrir ses actes, menaçant mon job si je parlais. Elle est un poison. Cette trahison interne, comme un coup de poignard dans le dos, scella le sort de Sophie. Sa licence aérienne fut révoquée à vie et des charges pénales pour agression, diffamation et fraude furent déposées, la menant droit en détention provisoire, où elle fut tuée par une foule enragée à l'extérieur du tribunal. Mais la quicheting ne s'arrêta pas là. Philippe Bertrand, le cadre complice, fut arrêté en pleine nuit par des agents fédéraux, ses emails frauduleux projetés sur grand écran lors de l'audience, révélant un réseau de corruption où il avait payé des pots de vin à des inspecteurs pour ignorer les violations éthiques. Un twist qui fit exploser la rage collective. Un vice-président qui achète le silence? C'est la mafia en costard, pas une compagnie aérienne. Bertrand, menotté et humilié, balbutia des excuses, mais trop tard. Il fut licencié sur le champ, ses biens gelés, et Falcon Air placé sous surveillance fédérale pour 2 ans, avec des audits quotidiens et des amendes colossales s'élevant à plus de 200 millions d'euros, forçant la compagnie à licencier des centaines d'employés complices et à rembourser les victimes passées. Victor Leclerc, le PDG, démissionna dans la honte, poursuivi pour négligence criminelle, son empire s'effondrant comme un château de cartes sous les vents de la justice. Au milieu de ce chaos vindicatif, un personnage auxiliaire poignant émergea pour amplifier l'émotion. Une autre famille Gold Star, les Dupont, parents d'un soldat tombé aux côtés de Julien Laurent dans la même embuscade hostile, témoignèrent lors d'une audience publique, la mère, larmes aux yeux mais voix ferme, déclarant « Notre fils est mort pour protéger des innocents, et voir Émilie traitée ainsi nous a brisé une seconde fois. Mais aujourd'hui, nous nous levons pour dire « Plus jamais. Falcon Air doit payer pour chaque larme versée. » Leur témoignage, relayé en boucle, humanisa encore plus la lutte, faisant monter les larmes de rage chez des millions de téléspectateurs et incitant des dizaines d'autres familles à sortir du silence, révélant un pattern national de discrimination aérienne couverte par l'industrie, un twist massif qui transforma l'affaire en une croisade pour les droits des vétérans et de leurs proches. Les réformes suivirent comme un tsunami. L'autorité aérienne fédérale imposa un nouveau cadre légal, le protocole Dignité Émilie, obligeant toutes les compagnies à des formations éthiques mensuelles, à des audits indépendants et à la reconnaissance officielle du système Skylock comme un bouclier inviolable pour les familles Gold Star, avec des peines pénales pour toute violation. Des nations alliées, comme la France, l'Allemagne et le Canada, adoptèrent des mesures similaires, envoyant des délégations pour étudier le cas, et l'impact global se fit sentir. 9 pays supplémentaires suspendirent leur partenariat avec Falcon Air, forçant la compagnie à une restructuration totale sous contrôle étatique. Émilie, invitée au Forum éthique passager global à Bruxelles, marcha sur scène sous une ovation debout qui fit vibrer les murs, sa petite voix résonnant comme un clairon de victoire.
Je n'ai pas fait ça pour la gloire, mais pour que plus personne ne souffre en silence. Si une enfant peut faire trembler les cieux, imaginez ce que nous pouvons faire ensemble. » Son discours, ponctué de pauses chargées d'émotions, déclencha un standing ovation interminable, avec des délégués en larmes, et mena à la signature de l'accord international sur la dignité aérienne par 23 nations. Un twist final triomphant qui scella la transformation d'une tragédie personnelle en une révolution mondiale. Mais la l'indigné, bien que apaisée par ses victoires, laissait une cicatrice brûlante. Sophie, en prison, recevait des lettres de haine. Bertrand, ruiné, errait comme un paria. Et Falcon Air, boiteuse, servait d'exemple terrifiant. Émilie rentra chez elle, son badge rangé, mais son esprit changé, inspirant des générations à se lever contre l'injustice. Les signes dans les aéroports proclamaient désormais: la dignité n'est pas un privilège, c'est un droit inaliénable. Et chaque fois qu'un équipage les lisait, il se rappelait la petite fille qui avait fait plier les géants. Que feriez-vous si vous teniez la clé pour démasquer une telle corruption? Dites-nous d'où vous regardez et partagez vos pensées. Pensez-vous que la justice a été pleinement rendue ou reste-t-il des ombres à chasser? Et n'oubliez pas, likez et commentez. Justice pour Émilie, pour que cette flamme ne s'éteigne jamais, car l'histoire d'Émilie nous rappelle que la rage, quand canalisée, peut changer le monde. Hôtesse de l'air gifle une passagère. Un appel. 1 minute plus tard, 9 aéroports suspendent la compagnie aérienne. L'histoire d'Émilie Laurent, cette fillette de 11 ans qui a bouleversé une industrie entière par sa résilience face à une injustice criante, résonne comme un cri de ralliement dans une société française où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont parfois bafouées par l'arrogance et la complaisance. Cette saga, marquée par une l'indignée collective face à l'humiliation infligée à une enfant Gold Star, ne se limite pas à un scandale aérien. Elle est une parabole moderne sur le courage, la dignité et la puissance d'une voix, même la plus petite, pour défier les puissants. En tant que Français, profondément attachés à l'idée de justice et à l'héritage des luttes historiques, de la Révolution de 1789 aux résistants de la Seconde Guerre mondiale, nous trouvons dans cette histoire une source d'inspiration et des leçons précieuses pour façonner nos vies quotidiennes, dans un monde où l'indifférence et l'injustice rôdent encore. D'abord, l'histoire d'Émilie nous enseigne la force du courage face à l'adversité. À seulement 11 ans, confrontée à une adulte méprisante et à une foule passive, Émilie n'a pas cédé à la peur ou à la honte. Sa décision d'activer le protocole Skylock, non par vengeance mais pour défendre l'honneur de son frère, incarne une vertu cardinale française. Le courage de dire non face à l'injustice, même lorsque les chances semblent minces. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons tous des moments où nous devons choisir entre le silence confortable et la prise de parole risquée, que ce soit face à une remarque discriminatoire au travail, une injustice dans notre communauté ou une insulte à nos valeurs. Émilie nous rappelle qu'un seul geste, même venant d'une personne jugée insignifiante, peut déclencher une vague de changement. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jeanne d'Arc ou les citoyens ordinaires qui ont défié l'occupation, ce courage est une leçon à appliquer. Oser parler, même seul, peut rallumer l'étincelle de la justice. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la dignité comme un droit inaliénable. Sophie Moreau, par son acte odieux, a non seulement frappé Émilie, mais a piétiné la mémoire d'un héros national, un affront à l'idée française que l'honneur et le sacrifice méritent respect, indépendamment de l'âge, du statut ou de l'apparence. Cette leçon s'applique à nos interactions quotidiennes. Dans un pays où la devise républicaine guide l'idéal social, nous devons traiter chaque individu avec respect, qu'il soit serveur, voisin ou collègue. La culture française valorise l'élégance morale autant que l'élégance esthétique,
Ignorer cela, comme Sophie l'a fait, c'est trahir l'âme de la nation. Nous pouvons intégrer cette leçon en refusant les jugements hâtifs, en écoutant avant de condamner et en défendant ceux qui sont injustement marginalisés, qu'ils soient migrants, minorités ou simplement invisibles dans notre société. Un autre enseignement majeur est la puissance de la solidarité collective. L'indignation nationale, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias, a transformé un incident isolé en une réforme mondiale. Cela reflète une valeur profondément française, la capacité du peuple à s'unir pour une cause juste, comme lors des grandes grèves ou des manifestations pour les droits humains. Marcel Dubois, le vétéran, et Isabelle Moreau, la mère Gold Star, incarnent cette solidarité, rejoignant Émilie pour amplifier sa voix. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cela en soutenant ceux qui luttent, que ce soit en signant une pétition, en participant à une action communautaire, ou en offrant une écoute à quelqu'un dans le besoin. En France, où les cafés et les places publiques sont des lieux d'échange et de débat, cette solidarité est un moteur de progrès, un rappel que nous sommes plus forts ensemble. Enfin, l'histoire d'Émilie nous met en garde contre la complaisance institutionnelle. Falcon Air, avec ses cadres corrompus et ses formations négligées, représente un système qui privilégie le profit à la morale. Cette leçon est cruciale dans une société française où les institutions, bien qu'essentielles, ne sont pas infaillibles. Nous devons rester vigilants, exiger la transparence et la responsabilité, que ce soit dans nos entreprises, nos écoles ou nos gouvernements. Comme citoyens, nous pouvons appliquer cela en signalant les abus, en votant pour des leaders éthiques et en refusant de fermer les yeux sur les dérives, même petites. La France, avec son histoire de révolte contre les abus de pouvoir, nous enseigne que la vigilance est le prix de la liberté. Cette histoire d'Émilie Laurent n'est pas seulement un scandale, c'est un appel à l'action, un cri pour que nous, Français, honorions nos valeurs en défendant la dignité de chacun, en osant parler contre l'injustice et en unissant nos voix pour changer le monde. Si cette histoire vous a ému, si elle a fait bouillir votre sang face à l'arrogance des puissants, alors agissez maintenant. Likez cette vidéo pour montrer que vous soutenez la justice. Partagez-la pour propager ce message de courage. Et abonnez-vous pour ne rater aucune histoire qui redonne espoir en l'humanité. Et surtout, laissez un commentaire avec « Justice pour Émilie » pour rejoindre cette révolution morale. Ensemble, faisons trembler les cieux et rappelons au monde que la dignité n'est pas négociable.